Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur First Print, votre nouveau podcast comics de référence. Vous serez dans cette émission en compagnie de votre humble Arnaud Kikou. Et bien entendu, il y aura plein d'autres personnes, vous vous en apercevrez tout au long de ce mini-reportage, puisque avec le lancement de First Print, justement, on est en train d'essayer de développer des nouveaux formats. On est un peu dans l'expérimentation, de toute façon, vu qu'on a le temps et qu'on est complètement libre de ce qu'on veut faire, eh bien, on est là pour vous proposer des podcasts que vous n'aviez pas l'habitude d'écouter avant. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que forcément c'était un format très développé. D'ailleurs, ça se trouve, en fait, ce fichier audio va rester dans les limbes et ne sortira jamais. Ça, vous ne le saurez qu'à la fin, puisque faudra bien que je vois si le contenu a un petit peu un intérêt. Enfin bref, l'idée derrière cette émission, c'est de vous faire une forme un petit peu de reportage audio pour vous emmener un peu dans les coulisses d'une convention pop culture. Donc il s'agit de l'édition 2020 de PopCon Toulouse, qui sera plus ou moins le seul festival un petit peu orienté geek de l'année 2020 qui ait réussi à se tenir après, enfin dans le monde d'après, après le confinement, après le Covid, en tout cas. Après voilà tout ce qui s'est passé au courant de l'année, puisque à l'heure on a, en tout cas peut-être qu'on se trompe, et j'espère d'ailleurs me tromper, hein, mais à l'heure actuelle là je suis donc dans les allées de ce festival. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, mais je ne suis pas certain que Paris Manga puisse se tenir. Je ne suis pas certain que d'autres festivals de grande ampleur, en tout cas qui réussissent à réunir plusieurs milliers de personnes, réussissent à se tenir dans de bonnes conditions. Et donc voilà, j'avais envie d'explorer un petit peu, d'essayer de vous faire découvrir un peu les allées. Et bien entendu, le principe de là, c'est pas simplement de vous décrire ce qui s'y passe, même si le changement un peu de l'organisation par rapport au Covid reste quelque chose d'intéressant à explorer. Mais l'idée, ce sera aussi d'aller à la rencontre de festivaliers, des artistes de comics et de bande dessinée qui sont présents, et aussi l'organisation qui sera présente avec nous plus tard, un peu pour nous expliquer comment on fait pour monter un festival geek dans un monde qui connaît le Covid. Mais avant d'aller explorer tout ça, bien entendu, je ne peux pas résister à l'envie de vous passer le nouveau générique du podcast. On se retrouve dans quelques secondes. C'est donc quelque chose qu'il faudra prendre en compte désormais dans l'organisation de festivals de pop culture. Le Covid est passé par là, et qui dit Covid dit restrictions, mais aussi des nouvelles réglementations d'organisation, une nouvelle façon un petit peu de penser l'accueil de festivaliers et d'artistes, d'invités, puisque traditionnellement en fait Popcorn, donc pour vous refaire un petit peu l'historique, en fait c'est disons que c'est un peu le nouveau festival de Toulouse, qui fait suite en fait à TGS, qui existait depuis de nombreuses années, mais grosso modo, pour la faire vite, l'organisation s'est séparée en deux, scindée en deux. TGS continue d'un côté, puis de l'autre, donc il y a Popcorn qui s'est monté. En 2019, ils avaient fait leur première édition, qui avait frappé très très fort, puisqu'ils avaient fait un lancement en compagnie d'un autre festival qui s'appelle Super Héros, et pour lequel il y avait notamment, excusez du peu pour une première édition, c'était quand même assez incroyable, hein. Il y avait Bruce Timm, il y avait Chris Claremont, il y avait Mahmoud Asrar, voilà, il y avait des gros noms des artistes, il y avait l'ami Paul Renaud, bien entendu, puisqu'il vit à Toulouse, donc c'est sûr que c'est toujours très cool d'avoir un bon artiste qui vit dans votre ville. Et donc pour cette seconde année, cette seconde édition, ça devait se dérouler au printemps. Je crois que c'était au mois d'avril, si je me rappelle bien, et le Super Héros s'était séparé, ça devenait une entité indépendante qui devait avoir elle lieu au mois de juin. Et bien entendu, j'ai pas besoin de vous faire un résumé plus détaillé. Le Covid est passé par là, donc on reporte les salons. Il y a beaucoup de salons qui ont été annulés, de festivals également qui sont juste Paris Manga annulé, Comic Con Paris annulé. En fait, on se trouve peut-être avec Popcorn, avec le salon qui est idéalement placé dans une forme d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus trop de monde comme à Paris, où là littéralement, même si tu appliques des mesures de restriction sanitaire, tu ne peux pas organiser quelque chose dans des conditions
adéquate et en même temps, il y a assez de monde pour que l'organisation soit juste, reste dans ses clous si au moins, les personnes qui sont prévenues, qui sont attendues, viennent. Parce que bien entendu, tu ne peux pas ouvrir un salon, de plusieurs, centaines de mètres carrés avec, tout ce que ça inclut en termes d'exposants, d'artistes, de défraiements et tout ça, si tu as pas les gens qui viennent sur place, qui participent aux animations et qui achètent un petit peu de merch, sur place. Donc voilà, Popcon, c'est peut-être le salon qui réussit un petit peu à être assez au milieu pour tenter l'expérience. En tout cas, ils ont eu de la chance puisque au moment de sa tenue, le Conseil de défense n'a pas réinterdit les rassemblements de 3000 personnes, sachant que justement c'est ce qui s'est passé, c'est que plusieurs restrictions, plusieurs mesures ont été prises. D'une part, donc la limitation à 3000 entrées par jour, ce qui est déjà un chiffre assez important, mais surtout plutôt que de se dérouler dans des centres de conférences plus ou moins avec des aires de hangar où où s'entassent les gens et les stands et ceux qui vont par exemple à Paris Manga ou à Comic Con Paris le samedi après-midi savent très bien de quoi je veux parler. Donc là, changement de décor, hein, d'habitude ça se situait au centre de conférence de Diagora Toulouse-Labège, là ça a changé pour un endroit qui est en banlieue de Toulouse, hein, qui n'est donc pas dans la ville même, et qui s'appelle le Manoir du Prince. Alors le Manoir du Prince, qu'est-ce que c'est? Alors je pense qu'en dehors du Popcorn, c'est un restaurant, un truc qui accueille des mariages, des garden parties, voilà, des séminaires. Donc voilà, c'est un lieu d'accueil qui est fait pour des belles réceptions, puisque c'est un cadre très joli, puisqu'effectivement, il y a une grande bâtisse au centre qui ressemble à un manoir. C'est plein d'allées et de jardins aux alentours. Il y a même une très très belle fontaine et la question qu'on s'est posée immédiatement à l'entrée, c'est de savoir qui allait terminer là-dedans d'ici la fin du salon. Et donc voilà, c'est comme ça un peu que se construit cette nouvelle organisation. C'est-à-dire qu'on arrive dans un milieu qui est quasiment complètement en extérieur, c'est-à-dire qu'il y a juste une salle de conférence en interne et le reste, en fait, tout se fait dehors. C'est-à-dire que chacun des exposants a installé des tentes, tout simplement. Donc, ce qui est plutôt pratique puisque la météo étant avec nous, à l'heure actuelle, il fait 30 degrés, il fait méga chaud et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir. Et en même temps, c'est tant mieux puisque s'il y avait de la pluie, on pourrait dire, voilà, je suis déjà en train de vous parler de météo, c'est terrible. Donc voilà, c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu l'organisation. Donc les gens peuvent aller et venir dans des allées qui sont plutôt espacées. Où ils peuvent donc éviter de se croiser de façon c'est histoire de respecter les distances de sécurité et donc les animations sont se retrouvent un petit peu en fonction des endroits, donc il y a un petit peu des thématiques, c'est-à-dire que quand on arrive directement sur la gauche, vous aurez tout ce qui a lieu un peu au craft, à la vente de produits dérivés un petit peu type fantasy, puis en allant plus loin, on se retrouve avec des choses plus typées jeux vidéo, il y a des gens qui font du Just Dance, disons que les activités de toute façon ne changent pas sensu stricto de ce qui se faisait avant. C'est juste que c'est plus espacé et quelque part, le fait d'être en plein air par grand soleil, c'est franchement agréable et ça permet aussi d'avoir des espaces un petit peu plus, juste d'avoir plus d'espace pour pouvoir pratiquer les différentes choses. D'ailleurs, en fait, il y a un immense terrain qui se trouve derrière un peu tout l'assemblage de tentes, terrain vague un peu défriché, donc avec la pelouse tout nue. Et les gars sont en train de se faire des matchs de Quidditch grandeur nature. C'est un délire, je vous le promets. Voilà. Donc, on va reprendre un petit peu le parcours et je vous laisse d'abord avec juste un petit peu d'ambiance avant d'aborder la suite. Fermez les yeux, vous y êtes, vous allez entendre de la musique techno et des trucs de Japanime. Voilà, c'est vraiment pour vous dire, c'est quand même un festival geek et on est dedans. Voilà, donc en termes d'ambiance, on vous propose une petite séquence ASMR. On est près des fontaines d'eau et d'un monsieur qui joue du piano et on vous laisse quelques minutes avec cette ambiance.
J'espère que ça vous a plu et on va pouvoir passer à la suite du programme. Et bien entendu, un festival, une convention de pop culture et de comics ne serait rien sans les gens qui y vont, hein, sans les festivaliers. Et ça tombe bien puisque au détour d'une conférence, au détour des allées, on peut aller poser des questions aux attenants de PopCon, qu'ils soient locaux, qui viennent de Toulouse ou d'un peu plus loin, et leur demander aussi un petit peu comment ils vivent un peu ce changement, cette édition du coup en plein air, où en fait les masques de super-héros se substituent aux vrais masques, ceux qui protègent du virus. Et donc on a par exemple un festivalier avec nous. Salut. Bonjour, Alors est-ce que tu peux me dire juste ton prénom d'abord? Florian. Et Florian, alors là tu portes un... Donc forcément, le problème de l'audio c'est que vous n'aurez pas l'image, mais voilà, tu portes un cosplay du Homelander de la série The Boys. Donc voilà, c'est l'un des premiers cosplays The Boys que je vois en tout cas moi en France. Dis-moi déjà combien de temps ça t'a pris pour le faire, et est-ce que c'était... un souci pour toi de venir avec en plus un masque pour la convention. Qu'est-ce que tu penses de ces changements apportés à PopCon? Bon, là, ça va être dégoûté pas mal de personnes, je l'ai acheté. Il l'a pas fait lui-même. Oh là là. Voilà, honte. Mais voilà, ça allait prendre beaucoup de temps, donc d'un côté, fallait que je bosse sur un autre projet cosplay que je porterai le dimanche. Donc, fallait que je trouve des moyens pour d'autres choses. Après, pour répondre sur la question sur le port du masque et la convention elle-même, le masque, c'est un peu étouffant, certes, mais il fait chaud. Mais il faut se protéger, c'est la meilleure chose à faire. Il faut donner l'exemple aussi, parce que c'est la première convention qui ouvre depuis quelques années. Enfin, Depuis le retour un petit peu à la normale post-confinement. Et c'est d'ailleurs peut-être c'est ce que je disais dans l'intro de ce reportage, hein, c'est que c'est peut-être la dernière de l'année, puisque je suis vraiment pas certain que Paris Manga et d'autres salons puissent se tenir en fonction de l'évolution de la situation en France. oui, et surtout, on est limité à 3000 personnes par jour. Et donc, faut être protégé à fond. C'est important. Et du coup, t'as fait quoi? T'as fait quoi de ta journée? Dis-moi juste un peu, c'était quoi ton programme? C'est qu'est-ce que t'aimes faire vraiment? Du coup, donc t'as été cosplayer, donc j'imagine aussi qu'on te prend en photo et tout ça, parce que c'est un peu le délire aussi, enfin le kiff, quand tu portes les costumes des personnages que t'aimes. T'es allé voir un peu les artistes comics, du coup, t'as assisté à la conférence que je viens de faire sur Batman avec monsieur Xavier Fournier. T'es allé voir d'autres stands aussi. Comment tu as vécu la chose, du coup, avec ce beau ciel bleu aussi? Les comics, évidemment, parce que c'est la vie. Mais il y a aussi les artistes indépendants, parce qu'il faut bien les soutenir. Donc après, les restaurants de bouffe, qui est pas mauvais aussi, il faut le dire. Mais voilà, j'ai fait le tour, rencontré de nouvelles personnes aussi. Parce que les conventions, ça fait pas mal de nouvelles rencontres et c'est génial. Ok, bon, donc on peut dire que tu kiffes quoi. Tu trouves que c'est. Enfin, je sais pas, ma question est forcément un petit peu orientée, puisque moi j'ai mon point de vue derrière et que je le mettrai dans la conclusion. Tu préfères en extérieur ou tu préfères quand c'est dans des hangars? C'est une question qui est bien entendu très orientée. À l'extérieur, parce que là en plus il fait super bon, c'est carrément dément quoi. Ok, très bien. Écoute, je te remercie. On va aussi aller du côté d'une festivalière, hein, puisque bien entendu, voilà, il y a des garçons et des filles dans la convention. Donc on va poser d'autres questions. Hello, mademoiselle. Bonjour, bonjour. Alors juste, est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles d'abord? Techniquement, je m'appelle Zoé, mais tout le monde m'appelle Mino. C'est mon pseudo, en fait, dans le domaine du cosplay. Et donc là, tu as choisi Raven. Donc je le disais juste avant pour le Homelander, donc il n'y aura pas de photo pour accompagner ça. Mais donc toi, tu as choisi Raven. Pourquoi Raven, tiens? J'ai choisi Raven parce que c'est un projet cosplay qui me tenait à cœur. Ça fait un long moment que je voulais la cosplayer, mais en fait, j'hésitais beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de Raven. En convention, il y en a vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui te fait choisir tes costumes? C'est en fonction de ton affinité avec le personnage? Est-ce que par exemple, tu adores un peu les versions comics ou dessins animés ou films de Raven? Par exemple, tu l'as peut-être vu dans la série Titans de DC Universe. Enfin, comment vraiment tu fais ton... Il y a une convention qui arrive, il faut choisir un personnage. Comment tu choisis le tien? Alors, je choisis déjà en fonction de ce que j'ai regardé récemment. Je regarde et s'il y a des personnages qui me tapent dans l'œil au moment où je regarde une œuvre, c'est ce qui est arrivé récemment avec un personnage de jeu vidéo de Borderlands. Le design m'a tapé dans l'œil et je me suis dit, mais peut-être je devrais faire cette version-là.
Et c'est ce qui m'arrive de temps à autre. Et des fois, quand je regarde avec des amis qui sont en mode « Ah ouais, moi je vais faire l'autre personnage à côté, comme ça on aura un petit groupe ». Bon après, moi techniquement, on parle de groupe. Moi je fais le cosplay à fond, mais si les personnes n'ont pas fini ou quoi, c'est pas un souci. Je peux aussi le sortir toute seule, il n'y a pas de souci. Et donc tu estimes quand même que le cosplay, c'est plus une activité à pratiquer avec des gens que forcément tout seul, sachant que de toute façon, en général, j'ai l'impression que, alors moi je fais jamais de cosplay, hein, mais que quand tu es cosplayer, de toute façon, tu es un peu dans une forme de communauté où de toute façon, même si les gens tu les connais pas, vu que vous êtes tous dans cet amour des personnages et du déguisement, au final, vous êtes tous une grande bande de potes. C'est à peu près ça. En fait, on rencontre des gens qui ont les mêmes affinités que nous, qui ont peut-être pas les mêmes théories par rapport au personnage, par rapport à l'œuvre en question, et ça fait des discussions très sympas. Par contre, oui, ça fait toujours plaisir quand ton personnage est reconnu, tout ça. Mais travailler, moi je trouve que le cosplay, c'est aussi travailler pour soi. Moi j'ai été très fière de cosplay que j'ai fait par exemple, parce que c'est quelque chose que je fais de mes mains et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ça te prend combien de temps en général? Alors j'imagine que c'est très dépendant du personnage et de la complexité du costume, ça. J'imagine que c'est jamais le même temps que tu investis, même si c'est toujours la même passion derrière. Ouais, là pour Raven, c'est quasiment que des trucs à acheter parce que c'est assez compliqué de trouver. Et puis c'est des trucs qu'on trouve dans le commerce, donc c'est assez. Par contre, j'ai un cosplay que je vais sortir demain du coup, et j'ai mis à peu près 1 mois à travailler dessus. Parce que il y avait beaucoup de craft, il y avait beaucoup de choses à faire en dehors de juste une veste, un t-shirt. Voilà. Et voilà, donc je pose aussi cette question donc, à notre Homelander avant, c'est du coup comment toi, en plus du cosplay, de prendre des photos, de rencontrer les autres personnes dans cette mouvance, comment tu t'occupes sur une convention et qu'est-ce que tu as trouvé différent du coup cette année avec cette édition assez particulière? Alors en fait sur les conventions, moi j'aime bien tout ce qui est les petites conférences, les trucs comme ça, les activités qu'on peut faire. Mais après j'aime bien aussi me poser avec des groupes et discuter. C'est un peu les deux facettes d'une convention finalement. Et il y a aussi des boutiques aussi qu'on trouve sur les conventions et qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple les boutiques pour les lentilles, pour les perruques, tout ça. C'est plus compliqué de s'en procurer sur internet, de voir la qualité, alors que là on la voit. Voilà. Et pour la différence avec du coup le fait d'être en plein air, d'avoir ces licences, tout ça. Ah, moi je préfère être en plein air parce que c'est bien en fait, on sent l'air sur notre visage. Là en plus il fait chaud avec les masques Covid, c'est un peu compliqué. Là le fait d'avoir une partie extérieure, ça nous permet de respirer un peu plus. Et c'est pour ça aussi que je préfère la Popcon à la convention qu'on a en hiver, le TGS, qui est vraiment dans un espace clos où on a vraiment l'impression de se marcher dessus parfois dans les couloirs. Après, il faut dire que même Popcorn l'année dernière, c'était aussi c'était au centre Diagor à la Beige, donc tu pouvais sortir aussi parce c'était sur différents pôles. Mais techniquement, dans les fêtes, c'était aussi beaucoup de choses en intérieur. Donc là, il y a quand même une différence vraiment fondamentale, c'est que voilà, c'est des chapiteaux en fait. Donc il y a une salle de conférence, mais tout le reste, c'est vraiment dehors, tout ce qui se passe sur scène, les artistes, tout ça. Jamais tu ouvres une porte en fait, tu vas t'enfermer. C'est ça justement qui est bien aussi, c'est qu'on fait le tour comme ça par dehors. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Les chapiteaux, c'est sympa, ça ajoute une petite ambiance sympa. J'ai pas le mot là, je l'ai sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le. Donc tu penses que même si, par exemple, disons, dans 7 mois, on trouve un vaccin et que du coup, il n'y a plus ces problèmes de Covid, de masques et tout ça, qu'on peut tous refaire comme avant, tu inviteras l'organisation à essayer de retenter plutôt de le faire en extérieur, à la limite, sans les restrictions de monde, puisque on voit, vu que les allées peuvent encore accueillir des gens, ou comment tu envisages la chose? Juste vraiment de ton envie personnelle, hein. De mon avis personnel, je trouve que c'est vraiment mieux à l'extérieur. Je sais pas, ça rajoute un petit plus et puis même on voit le soleil, c'est toujours un peu mieux. Et voilà. Voilà, donc ça tient à peu de choses, hein. De toute façon, voilà, on va pas vous faire des discussions sur la météo, mais faut dire qu'effectivement, on a la chance d'avoir le soleil avec nous et que ça a une influence positive. Et voilà, c'est une façon d'essayer de trouver du positif au jour le jour dans ce qui nous arrive et de se dire que peut-être qu'au final, cette mise en place, enfin le Covid quelque part, alors vraiment toute proportion gardée bien entendu, hein, est une forme de mal pour un bien. Et en tout cas, on remercie nos festivaliers d'avoir répondu à ces questions.
Et donc nous sommes maintenant avec Dominique Vallée, comédienne de doublage. Bonjour Dominique. Salut. Comment vas-tu ? Écoute, ça va, un peu fatiguée, hein, parce que c'est le marathon, en fait, les conventions. Mais très, très, très heureuse d'être là. Ouais, tu trouves que c'est un peu différent du coup d'avoir ce genre de convention maintenant qui se passe là complètement en extérieur avec tous les gens masqués, ça change un petit peu ton rapport aux gens aussi. C'est génial, c'est génial. D'abord parce qu'il fait très beau, on a beaucoup de chance, en même temps on est à Toulouse. Voilà. Et puis c'est très aéré, c'est très beau où on est au manoir. Ouais, le manoir du prince. Le manoir, voilà. Du prince, c'est ça, c'est le manoir du prince. C'est très extravagant dans l'appellation. J'adore. C'est très beau. Et puis du coup, ça permet d'avoir de l'espace, de pas se gêner. Et avec ce satané virus, c'est cool, quoi. C'est clair, ouais. Voilà. Alors, si je voulais faire un peu cette interview avec toi, c'est parce que notamment, en tout cas, vu que moi je m'intéresse aux comics et à la pop culture, tu es la voix française de Poison Ivy depuis maintenant quelques années, puisque tu as doublé pas mal de films là-dedans. Donc je voulais un peu en profiter du coup pour parler du métier de comédien de doublage. Ouais. De façon très générale, est-ce que tu peux un peu me retracer ton parcours et savoir comment t'en es venu à ça ? D'accord. J'étais donc danseuse depuis toute petite. Puis je suis montée à Paris pour faire des études de danse. En fait, j'ai rencontré un théâtre qui est le Café de la Gare, dans lequel il y avait Patrick Devers, Coluche, Romain Bouteille. Voilà. J'y suis restée 7 ans. En fait, je suis devenue comédienne. Et après, j'ai fait du théâtre, du vrai théâtre, entre guillemets. Avec Victor Lanoux, avec plein de gens comme ça, des pièces de théâtre. Et puis j'en ai eu un petit peu marre et on m'a parlé du doublage. Et à l'époque, on était très peu. Il y avait très peu de gens qui faisaient du doublage. Et j'ai été cooptée, en fait. Je suis arrivée dans un studio grâce à un comédien qui faisait du doublage. Et j'ai fait des essais et j'ai commencé tout de suite. Parce qu'il y avait de la place. C'était vers quelle année que tu as commencé à rendre J'ai commencé le doublage, je dirais, en 83. D'accord. Et alors, 84, 85, quelque chose comme ça. Donc en 30 ans, j'imagine que le paysage a beaucoup changé. Bah oui, il y a beaucoup plus de monde. Ouais, déjà. En même temps, il y a beaucoup plus de boulot, puisqu'il y a les plateformes qui sont arrivées. Ouais. Netflix, Amazon Prime, il y a... Disney+, il y a OCS, HBO Max. Voilà, OCS, voilà, tout ça. Et voilà, donc il y a plus de monde, mais il y a plus de travail. Donc finalement, ça va, quoi. Et en termes d'évolution de technique, le matériel avec lequel vous travaillez maintenant, ouais. les studios, tout ça. Ah ouais, ça a changé. Avant, c'était des bobines de films. Et on changeait les bobines, on changeait pour chaque scène, en fait. Et au fur et à mesure, ça s'est numérisé. Et puis au niveau de la bande rythmo, c'est-à-dire l'endroit où est écrit le texte, qui est sous le film. Avant, c'était écrit à la main, calligraphié. C'était un sacré boulot. Et puis, c'est devenu numérisé aussi. Alors, t'as deux... Soit c'est toujours une calligraphie, en fait, soit c'est comme taper à la machine. C'est un peu moins bien, parce que nous, on a besoin, quand c'est calligraphié, en fait, par exemple, si il y a écrit « la famille », si la personne qui joue dit « Oh, regardez, la famille », là, c'est vraiment écrit « là » avec un gros « A » qui traîne, « famille » avec plusieurs « i », et nous, on comprend qu'il faut qu'on traîne, en fait, sur cette phrase. Quand c'est tapé à la machine, on ne peut pas faire ça. T'as pas la perception. Donc, voilà, on perd un peu plus de temps. Mais sinon... C'est vrai qu'on n'a pas forcément ce genre de notion avec juste le texte, mais c'est-à-dire que pour les œuvres que tu doubles, tu n'as pas forcément... le temps de tout regarder avant pour savoir quelle est l'intonation de la voix originale Non, on nous montre juste les scènes où on est. Ouais. Et puis, on commence scène par scène. Ça s'appelle des boucles, en fait, voilà. Et la première boucle, on nous la montre, on nous explique un peu ce que c'est. Après, on nous montre la boucle. Et après, si c'est compliqué, on la revoit une deuxième fois. Ouais. Et après, on y va. D'accord. Ce qui m'intéresse aussi, c'est parce que tu as doublé donc des personnes, enfin des actrices. Tu es la voix officielle, par exemple, de Kristen Bauer. Ouais. Mais tu fais aussi de l'animation. Ouais. En fait, est-ce que tu choisis tes projets un petit peu en fonction de certaines affinités ? Comment en fait tu récupères tout ça Non, on vient. Ah non, si seulement on pouvait choisir, ce serait chouette. Non, on vient me chercher en fait. On vient me chercher. Pourquoi c'est moi, Poison Ivy ? Je sais pas.
c'est quelqu'un qui a voulu que ce soit moi parce que je corresponds au niveau de la voix, je sais pas. On sait pas en fait. Christine Bauer, je l'ai doublée, ça fait longtemps que je la double. Le plus gros truc, c'était True Blood. True Blood, ouais. Ensuite, Once Upon a Time et une série avant, mais je me souviens plus du nom de la série. Et pourquoi moi? Il y a des essais souvent, hein, on fait un casting. Je me souviens plus de ta question. Non, c'était pour savoir si tu choisissais, mais du coup, on comprend du coup qu'on te donne pas le choix. Non. Ça serait génial. Tu te rends compte, je choisis de faire Angelina Jolie. Ok, Oui. j'arrive. Non. J'ai la voix cassée, pardon. Il n'y a pas de souci. Nos auditeurs et auditrices seront compréhensifs. Donc du coup, pour Poison Ivy, donc c'est Warner qui est venu ou Non, c'est le directeur artistique à qui on a donné le projet, qui choisit les comédiennes et les comédiens. D'accord. Ou alors, la Warner demande des essais et c'est eux qui choisissent. Donc on vient passer des essais. Donc là, est-ce que j'ai passé des essais? Je me souviens plus. Comme j'en fais quand même beaucoup, je me souviens plus. Mais je crois pas que j'ai passé des scènes. C'est vrai qu'avec la quantité de projets que tu as, c'est difficile de se rappeler à chaque fois. Beaucoup de jeux vidéo, donc c'est ça fait beaucoup de... Souvent dans la culture comics, on s'intéresse vachement, enfin nous on s'intéresse aux personnages parce qu'il y a une dépiction, il y a une caractérisation. Est-ce que tu as dû faire des recherches? Est-ce que tu fais même de façon générale des recherches quand tu as des nouveaux personnages à doubler? Non. Ou est-ce que tu vas un peu au feeling? Ah non, tu vas au feeling parce que tu sais pas ce que tu vas faire quand tu arrives. Quand on t'appelle, on te dit t'es libre tel jour, de telle heure à telle heure, tu dis oui ou non. Donc tu dis oui, tu arrives. Si on peut-être te dire c'est un dessin animé, c'est un téléfilm, c'est une série, ça on te le dit. Ouais. Donc si c'est une série, on te dit si tu es libre en plus il faut que tu sois sur libre 24 épisodes. Voilà, il faut que tu sois libre telle date. Et sinon, donc tu arrives, tu ne sais pas ce que tu vas faire. C'est-à-dire que avant que tu doubles Poison Ivy, tu savais pas que tu allais doubler Poison Ivy, donc ça te laisse pas le temps. Alors c'est parce que quoi? Parce qu'ils ont peur que tu dévoiles la nature du projet. C'est vrai que maintenant ils sont très parano, mais c'est parce qu'il n'y a pas le temps. D'accord. Il n'y a pas le temps. Ils n'ont pas le temps de te dire c'est tel personnage, va chercher. Ça peut arriver quand c'est dessin animé, c'est très rare. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, mais une grosse série, un truc vraiment qui va faire le buzz, là, ouais. Ils te disent c'est ça, va chercher, va voir. Si tu as envie, tu n'es même pas obligé. Ouais. Non, on a tellement l'habitude de faire ça comme ça. Ça ressemblerait presque à du travail à la chaîne alors Non. Comment tu définirais ça alors? Ça reste très ludique, ça reste très drôle, ça reste génial à faire. Ah non. Je n'en doute pas, parce que sinon ce serait pas marrant pour toi de continuer à faire comme ça. C'est loin de ça. Non, parce que... J'ai juste l'impression que tu as une grosse cadence de production, parce que tu as beaucoup de projets, que du coup, est-ce que tu as le temps de te poser un petit peu quand même alors? Quand même. Oui. On est intermittent du spectacle, donc ouais. Tu vois, la semaine prochaine, lundi, je travaille. Je fais un téléfilm, je ne sais pas ce que c'est. Mercredi, je ne travaille pas. Jeudi, j'ai un autre truc, je ne me souviens plus de ce que c'est, mais je crois que c'est un jeu vidéo. Je vais travailler 3 fois dans la semaine. Ouais. Donc non, ça va. D'accord. Il y a pire. Comment ça se donc c'est vraiment comme ça, c'est une séance de travail, tu arrives, du coup on te fait passer la boucle, tu poses ta voix et c'est... Et puis voilà. Tout. Ouais, c'est tout, c'est vraiment. Alors, c'est pas aussi simple. Ouais, t'arrives, on t'explique ce que c'est, on t'explique ton rôle. Tu as un DA ou une DA qui est directeur artistique qui est là, ou directrice artistique, qui t'explique ton rôle. Après, pour peu qu'ils aient pris du retard parce que problème technique ou quoi, il faut y aller. On regarde la scène 1 fois, 2 fois, et puis on y va. Et puis on se met dans le personnage. Et puis bon, c'est ça qui est dur en fait dans le doublage, c'est pas d'être synchrone, parce que tu as l'ingé son qui va te recaler. Au pire, Voilà, il n'y a pas trop de soucis. C'est de jouer la comédie à 9h du matin en arrivant sans savoir ce que tu as fait, tu n'as pas eu le texte, tu ne sais pas ce que c'est. Et tu dois jouer une scène, par exemple, d'hystérie, de pleurs, une scène d'amour. C'est dur. Et le dessin animé est plus facile, quand même un petit peu plus facile, parce que d'abord, tu crées ton personnage.
C'est un petit peu plus facile quand même. Et j'avais une question par rapport à la différence entre le doublage d'une actrice enfin en chair et en os et d'un personnage de Voilà, fiction. justement. Du coup, c'est alors plus simple pour le personnage animé. C'est plus simple, oui, d'abord au niveau de la technique, de la synchro, puisqu'il ne fait que ouvrir et fermer la bouche, le personnage. Donc ça, c'est plus simple. On s'en soucie vraiment moins. Il faut commencer bien au début et bien finir. Et ouais, c'est quand même plus facile. Moi, personnellement, maintenant, si tu demandes à quelqu'un d'autre, il va te dire non, c'est très dur. Mais le dessin animé est plus facile, ouais, moi, je trouve. Après, c'est une histoire de voix. Il faut trouver la bonne voix, il faut la garder, voilà. Et tu arrives à te rappeler de toutes les voix, de toutes les nuances que tu as pu faire pour les Parfois, personnages? oui. Et puis sinon, il suffit de réécouter ce qu'on a fait. Par Puis exemple, si là je te demandais de parler en Poison Ivy, tu arriveras à le faire ou pas? Non, je me souviens pas. Elle est très méchante, je crois. Ah oui, elle est pas. Oui, surtout dans Elle les. a une voix grave, je sais plus du tout. Très comme ça. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Tu parlais d'émotion un peu aussi, par exemple de jouer l'hystérie à 9h du mat, mais alors est-ce que quand tu fais du doublage, le fait de pas non plus avoir forcément des spectateurs, tu sais que t'es pas filmé, c'est plus facile du coup pour se lâcher justement à la limite presque surjouer. C'est rigolo. Nous, on est comédiens, donc on a besoin du public, on a besoin d'être regardé. Et quand on fait du cinéma, on a la caméra, l'œil de la caméra, donc voilà. Et donc en doublage, pas du tout. Personne ne nous voit. Donc c'est pas plus facile d'être seul et de faire son truc. D'abord parce que tu as l'ingé son, tu as le DA, tu as les autres copains qui sont là. Donc, Et puis ça te demande plus peut-être de mise en situation vraiment personnelle parce que tu n'as pas de décor, tu n'as pas de partenaire forcément autour de toi. Donc, rien. Tu as juste l'image que tu as vue. Et t'as pas la musique, c'est sûr. Bon, au cinéma non plus, mais donc non, c'est pas plus simple d'être seul. Moi, je trouve pas personnellement. Non, je préfère quand il y a des gens qui viennent assister et regarder, et du coup, ça nous fait un public. Donc du coup, on est content. Un mini théâtre peut-être. On est fait pour ça, pour être regardé en fait. Et là. Ok. J'ai envie de te demander, en dernière question, qu'est-ce qui a changé dans ton métier est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à ton métier avec tout ce qui s'est passé depuis mars 2020 avec le qu'est-ce Covid. Qui a changé depuis un moment, ce qui a changé, c'est que maintenant, il faut aller vite, vite, vite. Donc, quand on décide qu'on est comédien, qu'on a envie de faire du doublage, on n'a plus le temps d'apprendre. Donc il y a beaucoup de stages maintenant pour apprendre à faire du doublage, pour les comédiens qui veulent entrer dans ce milieu. Donc il y a déjà ça qui a changé. Et depuis le mois de mars, maintenant on travaille seul, on n'a plus de partenaires. Donc on fait tout en track, c'est-à-dire qu'on a chacun une piste. Et donc on n'a pas la réplique de l'autre. Ah ouais. Ah bah ouais. Donc le DA ou la DA, justement, fait attention à ça pour voir si ça se répond bien. Parce qu'il suffit qu'il y ait une coquille sur le texte, tu vois, que je dise « Ah oui, je suis d'accord », et en fait, l'autre répond « Non, c'est pas possible, ça veut rien dire ». Donc, il faut refaire venir le comédien ou la comédienne pour refaire Donc, il faut être très vigilant, et puis on joue seul. Alors déjà que c'est pas facile de jouer en étant debout, statique, devant un micro, mais en plus seul, si t'as pas ton camarade ou ta camarade de jeu, c'est chiant. Parce qu'ils ont limité les nombres de personnes qui peuvent être dans le studio en même temps. Alors, il y a des écarts entre les différents niveaux. Alors, au début, c'était un comédien ou une comédienne, l'ingé son, le DA, la DA, avec des plexis pour eux en masque et nous non, évidemment. Et dans certains studios, ils se sont arrangés pour mettre un plexi au milieu du studio et 2 micros. Mais ça n'empêche que si on se chevauche dans le texte, ils ne peuvent pas nous enregistrer ensemble. Parce que sinon, ça va s'entendre. On va entendre, ça va être repris dans l'autre micro. Donc, je trouve que ça sert trop à rien d'être à 2. Mais bon,
D'accord. Et sans vouloir être trop pessimiste non plus, mais Ouais. le fait est quand même qu'à Hollywood, en tout cas, qu'il y a une grosse majorité des productions qui ont été stoppées et Mm. qui ont encore beaucoup de mal à reprendre les productions. Est-ce que sur du moyen long terme, t'as pas peur que ça réduise la quantité de travail qu'on pourra vous donner? Je crois pas parce que tu vois, c'est moi qui ai le rôle principal de Snowpiercer, transpersonnage sur Netflix. Et ils avaient, juste avant le Covid, il leur restait, je sais plus, 2 épisodes à tourner. Mhm. Ils ont réussi à le faire puisque nous, on commence le doublage en novembre D'accord. Donc ils ont. pour la 2e saison. Ouais. Donc c'est qu'ils se débrouillent. Parce qu'ils arrivent à trouver des façons. Ouais, D'accord. alors je sais pas comment ils font, hein. Ils se font tous tester parce qu'ils peuvent pas jouer avec des masques et ni mettre de distance de sécurité, hein, c'est pas possible. Donc je sais pas, mais en tout cas on a toujours du boulot. Ok, bah écoute, Tant mieux, on te hein. souhaite, voilà, on te souhaite de continuer à en avoir Ouais, tant mieux, et que tu mieux. puisses continuer à t'amuser Oui. alors en animation ou Oui. avec du live action. Merci beaucoup Dominique Merci. d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Salut. Et donc, bien entendu, si on vous parle d'un festival et qu'on n'en a pas arpente les allées, on ne pouvait pas manquer l'organisation. Parler un petit peu de Popcorn, comment ça se fait dans les coulisses. Et pour cela, je suis très content d'être avec Sébastien Laurence, qui est donc le fondateur de Popcorn, et Kachou également. Je t'appelle Kachou par le pseudo, donc qui s'occupe de la partie comics BD. Seb, Kachou, bienvenue, merci. Et merci, bonjour. Merci. Alors du coup, Sébastien, j'ai envie de te dire, je vais t'appeler Seb, hein, voilà, on est entre nous. J'ai envie de te dire, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu Popcorn, du coup, d'où ça sort, comment ça s'est monté? Mais Popcorn, en fait, c'est un salon qui, à la base, qui rassemble donc des passions, on va dire, geeks, avec du jeu vidéo, du manga, de la BD, du comics, de la série télé, du cinéma, enfin vraiment tout cet univers-là. Et ça vient d'où? Ça vient depuis de très nombreuses années. Moi, j'avais envie de créer des rassemblements de gens, de passionnés, pour qu'on puisse échanger, découvrir de nouvelles choses. Et on a monté ça au fur et à mesure. Alors, j'avais une autre société auparavant, avec qui je faisais déjà le même style de salon. Mais Popcorn, c'est vraiment une envie de faire quelque chose de plus petit, de plus intimiste, et de vraiment qui change réellement en termes de vision de l'événementiel du salon, quoi, en fait. C'est pour ça qu'on est dans des lieux qui sont un peu différents. On va dire que tu en avais peut-être un petit peu marre de l'image un peu de hangar, enfin je sais pas, de grosses industries que ce genre de festival peut notamment avoir, aussi quand t'as Paris Manga par exemple à Paris, et ce genre d'énormes trucs dans des trucs très fermés avec du monde et tous les stands qui s'enchaînent. Mais on est là pour traiter de sujets, de thèmes qui sont vachement, qui font travailler l'imaginaire et tout, et de se retrouver dans un hangar, c'est sûr que c'est un peu dommage, quoi, en fait. Moi, je vois la différence avec des décors, par exemple, des reproductions de décors qu'on place ici en pleine nature entre des arbustes. Quand vous mettez une maison de Hobbit dans la verdure sur de la pelouse avec des arbres autour, c'est différent qu'avec des panneaux de cloison classiques de stand, voilà. Donc ça change vraiment au niveau, ça tape dans l'œil du visiteur. Il y a un décor naturel, en fait, qui fait qu'on est déjà immergé dans quelque chose de différent. Mais justement, ce décor naturel, la façon de faire en extérieur, elle est venue parce que tu as été un petit peu obligé de prendre des décisions par rapport à ce qui se passe en 2020 avec la crise de Covid, puisque à la base, Popcorn 2020, ça devait se tenir au printemps dernier.
Voilà, exactement. Ça devait se tenir au mois d'avril sur Diagora, qui était le lieu auquel on avait fait la première édition l'année dernière. Et donc, avec la crise évidemment du Covid, on a été obligé de revoir et de repenser entièrement l'événement. Et l'idée, ce qui nous a vraiment plu dans ce nouveau lieu, le Manoir du Prince, c'est qu'on était principalement en extérieur. Donc, pour rassurer les gens, c'est vrai que d'avoir un masque en permanence sur soi, pendant 2 jours, arpenter des allées avec des stands, on préfère être à l'extérieur, on est moins oppressé qu'être enfermé, effectivement. Alors comment ça s'est fait de façon, je dirais, chronologique? C'est-à-dire que au printemps, il y a le confinement. Au fur et à mesure, les rassemblements de plus de 2 personnes sont annulés. Donc là, tu sais que Popcorn va pas pouvoir se tenir en avril. Comment est-ce que tu décides de se dire... Alors, parce qu'il y a certains salons qui ont été directement, enfin qui se sont dit, on annule l'édition 2020 et on revient en 2021. Toi, c'est pas ce que tu as voulu faire. Tu te dis plutôt reporter, essayer de s'adapter. Comment est-ce que ça s'est fait un peu chronologiquement En toute franchise, nous, on n'avait pas la possibilité de le faire financièrement, parce qu'on est une petite structure. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a été obligé d'annoncer que la date ne pouvait pas se faire, la date initiale ne pouvait pas se faire, on a essayé de trouver une solution pour la maintenir dans le même lieu, c'est-à-dire vraiment toujours à Diagora. Malheureusement, au niveau des négociations, ça n'a pas abouti. Et on partait directement au casse-pipe si on continuait à vouloir insister à travailler là-bas. Et donc j'ai la chance de côtoyer le responsable d'une société d'événementiel qui gère plusieurs lieux en France, dont le Manoir, et qui m'a dit effectivement il faut entièrement repenser le modèle économique, revoir quelque chose de plus petit mais qui pourra être rentabilisé, différent, et du coup il nous a proposé de suite le Manoir du Prince. On est venu visiter, on a regardé le potentiel d'implantation, d'utilisation des salles, des infrastructures, et du coup on a tout de suite basculé sur un modèle économique qui pouvait être viable avec une jauge limitée de participants par jour. Donc nous on a décidé de faire 3000, même si on était autorisé jusqu'à 5000, de manière à ce que même s'il y avait tout d'un coup une nouvelle mesure restrictive pour faire un salon, qu'on puisse quand même le maintenir. Donc l'ajout des contraintes qu'on s'est mis, en fait, les contraintes qu'on s'est imposées, a fait que on est resté sous les limites à chaque fois, de manière à ce que le salon puisse se tenir. Il y a forcément des ajustements aussi que tu as dû faire, et notamment je pense aux invités que tu ramènes, donc les invités de films, notamment séries télé, tout ça, et même comics. On va revenir avec toi là-dessus, Kachou. C'est que il y a des problèmes au niveau des voyages, tout simplement, parce qu'il y a les frontières qui ferment ou pas, des quatorzaines qui sont mises en place, et parfois juste des gens qui vivent dans des autres pays et qui refusent désormais de se déplacer. Comment on ajuste aussi, comment on fait avec ces nouvelles conditions? Mais là, on espère il faut avoir beaucoup d'espoir, c'est certes, mais il faut surtout connaître bien son agent avec qui on travaille. Nous, on a la chance de travailler avec quelqu'un depuis des années et des années, et qui connaît très bien les acteurs personnellement. Je veux dire, donc du coup, ça permet vraiment d'avoir une discussion plus ouverte et plus directe avec eux. Effectivement, il y a des acteurs qui voulaient plus du tout bouger. Ça n'a pas été notre cas sur cette édition-là, mais on sait qu'il y en a certains, quand on les a contactés, ils nous ont tous dit on préfère attendre que ça bouge. D'autres qui ne pouvaient plus, parce qu'il y avait des restrictions vraiment au niveau vol. Par exemple, au niveau des États-Unis, c'était vraiment la croix et la bannière. Vous n'allez pas en France. Voilà, et la chance qu'on a eue, en fait, c'est que les acteurs qu'on a fait venir cette année, que ce soit Arben Bayraktaray ou Sylvester McCoy, étaient en France. Donc ils ont été, Sylvester McCoy a une maison en France, il était confiné en France, donc du coup aucun problème. Et Arben habitant à Paris, aucun souci non plus, quoi. Alors, on avait un petit peu peur pour le dernier, là, pour Giulio Brizzi qui habite à Rome, mais du coup, étant donné qu'ils ont eu de bons chiffres par rapport au Covid, ils ont pu un peu lâcher de l'est, assouplir un peu le processus, ce qui fait qu'il a pu venir quand même. D'accord. Kachou, pour la partie comics dont tu t'occupes, cette année c'était aussi particulier, parce que forcément quand on parle de comics, on pense bande dessinée. Alors il y a beaucoup d'artistes et d'auteurs qui font pour l'industrie américaine mais qui sont en Europe, mais d'habitude tu essayes aussi d'avoir des gens qui viennent de l'étranger, et là de toute façon c'était du coup j'imagine une volonté et en même temps une obligation de rester sur un cheptel plus français. Et en même temps, quand t'as Paul Renaud et Stéphanie Hans à domicile, c'est sûr que c'est pas mal. C'est vrai que c'est un sacré avantage. Oui, pareil, pour nous, il a fallu qu'on s'adapte au niveau des invités. Choisir
faire une sélection d'invités français travaillant pour les États-Unis, pour l'industrie des comics, mais on reste en France et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ici à Toulouse un sacré vivier d'artistes, d'auteurs, oui, toulousains français qui travaillent pour l'industrie des comics. Donc Paul Renaud, effectivement, Stéphaliance, et donc les auteurs, ce ne sont pas des moindres quand même, c'est vraiment de grands auteurs de comics. On a la chance de les avoir avec nous. Et ensuite, on a aussi pas mal d'auteurs franco-belges qui habitent à Toulouse, dont Romain Pujol, Christophe Beck. On a eu Morad Rani aussi qu'on a invité sur le salon, Yannick Edom. Donc en fait, on a la chance d'avoir un pôle BD comics assez conséquent, assez sympathique pour cette nouvelle édition. Voilà. Malheureusement, on a eu un petit désistement ce week-end avec Denis Bajram et Valérie Mangin qui étaient prévus pour ce week-end mais qui ont malheureusement dû annuler leur séjour. Après, les annulations, j'ose dire, t'en as chaque année, quoi. Ouais, alors parfois c'est 2 semaines avant, parfois c'est un jour avant, c'est malheureux, mais c'est le jeu du. Ouais. Voilà, on y est habitué effectivement, mais sans ça, voilà, c'est vrai que malgré ce petit couac, c'est vrai qu'on a quand même une sélection vraiment très sympathique d'auteurs français qui travaillent pour les États-Unis, donc c'est très bien. Puis quelque part, pour Popcorn, c'est aussi un peu une façon, par rapport en tout cas au pôle comics dont tu t'occupais avant, de s'ouvrir un petit peu plus, effectivement, et aller regarder avec Christophe Beck, avec Olivier Vatine, de regarder plus dans le pôle franco-belge au final, puisque bon, ça paraît commun à dire aujourd'hui, mais voilà, comics franco-belge, ça reste des histoires racontées avec des images, donc c'est de la BD. Exactement. Donc il n'y a pas besoin de forcément de vouloir faire, même si c'est le franco-belge, parfois, je dirais, un aspect moins geek peut-être, qui rentre moins un petit peu dans la ligne édito d'un salon comme Popcorn. Et en même temps, quand tu les regardes sur place, tu vois très bien que si tu leur demandes de faire un Batman, ils te font un Batman. Oui, tout à fait. En termes de festival, après, il y a beaucoup de passerelles à faire, comme tu le dis. Ensuite, voilà, il y a beaucoup d'auteurs aussi, en général, qui travaillent qui sont des auteurs franco-belges et qui travaillent aussi pour l'industrie des comics. Ouais. À la base, Stéphane Jans, elle a travaillé dans la BD franco-belge, sur son premier album. Donc, et Olivier Vatine, il est un peu sur les deux tableaux aussi. C'est ça. Donc, voilà, ce qui est bien, c'est peut-être à long terme, ou je ne sais pas, développer quelque chose, voilà, un pôle BD plus large, ouais, plus large, ouais. peut-être, pourquoi pas. Mais c'est vrai que voilà, l'occasion s'est présentée à cette édition. Je pense que ça fonctionne très très bien. Les auteurs se connaissent en plus depuis des années. C'est vraiment un petit milieu. Donc que l'on travaille dans l'industrie des comics ou dans l'industrie de la BD franco-belge, c'est pareil. Surtout quand on voit comment ça se passe à Angoulême, tous les gens sont entre guillemets mélangés les uns avec les autres, donc tout le monde se connaît dans ce milieu-là. Et là, c'est vrai que l'occasion ici, c'était de se retrouver dans un milieu un peu plus intime. Et je pense que les auteurs qui ont été invités à cette édition sont très contents de se retrouver dans un cadre quand même assez exceptionnel. Et je pense que ça leur fait plaisir justement de se retrouver ce cadre et une opportunité de se rencontrer hors gros festival. Et surtout dans ce contexte assez particulier. Voilà. Ouais. Seb, je reviens à toi un petit peu. Donc là, on enregistre, il est dimanche après-midi, donc le salon n'est pas encore terminé, mais tu as peut-être déjà pu avoir un peu un ressenti sur l'accueil, sur les gens qui viennent. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur le ressenti? Parce que j'imagine en plus que ça a été énormément de pression jusqu'à l'ouverture, de savoir... Alors bon, tu avais un système de précommande pour t'assurer effectivement que les gens viennent, donc qui te permettait d'avoir un peu de visibilité. Mais j'ose imaginer qu'avec ces conditions, c'était un peu tendu de ton côté. Et j'espère que tu n'as pas non plus pris trop de médicaments pour t'endormir. Parce que, Non, mais c'est vrai que ça nous a pris beaucoup de choses. Effectivement, le cadre, forcément, fait que on a vraiment intéressé les gens à venir voilà. Ils savaient que c'était quelque chose de très différent, en fait. Qu'ils n'allaient pas se retrouver dans une convention traditionnelle comme ils pouvaient le concevoir auparavant. Effectivement, les précommandes, ça nous a aidé un petit peu parce qu'on ne savait pas si vraiment les gens allaient trop au rendez-vous ou pas. Ouais, c'est ça, c'était vraiment une question de visibilité pour toi. Et on a vu un changement de comportement aussi en termes d'achat de billets, justement. Beaucoup de gens, en fait, ont préféré précommander, même à la dernière minute, avant de rentrer sur le festival, plutôt que de passer en caisse. D'accord. Donc ça a été vraiment, on voit vraiment un changement de comportement des gens qui ont envie de bouger, de sortir, de découvrir des choses, mais qui ont quand même en tête l'épidémie de Covid. Nous on le voit, les mesures sanitaires sont très respectées. Moi, j'ai
je n'ai pas vu de personne sans masque. Tout le monde avait le masque. Quand il s'écartait un petit peu pour boire un coup, c'est normal. Bon, voilà, il descendait un petit peu le masque, mais il y a quand même énormément de respect par rapport à ça. Donc, on va dire qu'en plus des contraintes classiques de l'organisation d'un salon, on avait en plus la découverte du nouveau lieu, la crise du Covid. Donc, ça a été un peu tendu. Mais bon, au final, on est assez content. Moi, je vois le nombre de personnes qui m'ont arrêté pour me dire bravo, c'est vraiment beau, c'est hyper différent de ce qu'on fait d'habitude. Et les gens étaient assez sceptiques sur le lieu. Ouais. Ils pensaient que ça paraît petit à la base sur le plan. Ouais. Et au final, quand ils sont sur place, ils s'aperçoivent que, en fait, on peut passer un très bon moment dans un petit espace au final. Ça fait 2 hectares quand même, si on prend tout le terrain. Mais autre que des allées et des allées de stands qu'on peut voir traditionnellement. Et alors, bon, toi tu l'as pas entendu, mais les auditeurs l'auront entendu d'ici, parce qu'on a eu quelques petits festivaliers dans le reportage qui disent qu'ils sont vachement contents et qu'ils préfèrent, en fait, limite, quand ça se passe en extérieur. Donc forcément, bon, on l'a déjà dit aussi dans l'émission, mais le facteur météo est primordial là-dessus, parce que voilà, là tu te tapes un soleil à 30 degrés à l'ombre. J'imagine que s'il faisait 15 degrés, que c'était de l'orage, on n'aurait pas la même discussion peut-être. Mais justement, pour des années à venir, et même à supposer que par exemple dans 6 mois on trouve un vaccin ou c'est bon, il n'y a plus de Covid machin, toi tu te dis revenir au manoir ou repartir comme tu le faisais avant plutôt? Non, là la décision est irrévocable de toute façon. On n'a plus envie, moi j'ai plus envie de faire des manifestations à 10 000, 15 000 visiteurs, c'est terminé. Je préfère avoir des manifestations plus petites, plus familiales, mais maîtriser ce qu'on fait de A à Z, parce qu'après au bout d'un moment on n'est pas assez précis et on est obligé de lâcher, de déléguer pas mal de choses et on maîtrise plus ce qu'on fait, ce qu'on propose. Donc moi, de toute façon, qu'il y ait un vaccin ou qu'il n'y ait pas de vaccin, on continuera à rester au manoir. Moi, je me vois rester au manoir pour les 10 prochaines années. Ok, voilà, ça c'est de l'ambition. Voilà. Vraiment, c'est sincère parce que vraiment, le lieu s'y prête. Et maintenant qu'on a réussi à convaincre les premiers visiteurs qui sont venus cette année, je suis sûr et certain du résultat du bouche à oreille derrière. D'accord, très bien. Bah écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et de toute façon, on souhaite que la crise se résorbe, mais en tout cas, on te souhaite aussi de pouvoir continuer. Et de toute façon, bah voilà, comme dit, moi, ça fait quelques années que je viens régulièrement avec vous, ne serait-ce que parce que oui, si vous ne le savez pas, je fais des conférences chaque année maintenant depuis 2018 pour les salons de Toulouse. Et donc, j'espère pouvoir revenir tout simplement. Et pour cela, faut que votre salon perdure. En tout cas, merci de votre temps, Katchou, Seb, là-dessus. Avec plaisir. Et on se retrouve. Merci à toi. Et voilà, j'espère vous retrouver bientôt. L'année prochaine. Et donc voilà, on se retrouve pour une toute petite scène post-générique pour vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout. Donc comme je le disais dans l'introduction, c'était vraiment une expérimentation, une volonté d'essayer de faire un podcast un petit peu différent, d'avoir une autre approche. C'est pour ça que ici, vraiment, les retours seront hyper importants. Donc, à l'heure actuelle, vraiment, c'est un morceau là qui est enregistré, un passage qui est enregistré juste avant l'upload, vraiment un petit peu improvisé. Il faut savoir que l'ensemble du reportage donc, a été fait il y a maintenant, 2 semaines avant la diffusion. Parce que c'était c'était les impératifs avec le lancement du podcast, le montage, le fait de devoir bien agencer tout ça. Donc depuis, il y a eu quelques petites updates par rapport à ce que je disais dans l'émission, puisque d'un point de vue festival, d'une part, le salon Paris Manga est annulé, enfin il a été encore une fois reporté, c'est-à-dire qu'il se déroulera non pas en novembre mais en avril. De la même façon, comme on le disait dans le front page, le festival d'Angoulême sera divisé en 2 avec une partie en janvier qui n'accueillera pas de public. Donc vraiment en fait c'était vraiment important d'avoir un peu cette espèce de reportage pour aller sur un salon qui est parmi les grands festivals, parce qu'il y a forcément d'autres festivals de BD qui auront lieu un petit peu entre temps, mais vraiment c'est avec ce genre de disposition, c'était un peu la seule manifestation qu'on aurait en 2020 tout simplement.
Donc on attend de voir ce qui se passera au printemps prochain et on espère pouvoir retourner dans d'autres salons faire ce genre de petites aventures audio. Et voilà, justement, c'est pour vous dire que j'ai envie de faire d'autres formats de ce style-là. Alors bien sûr, les conventions, c'est un peu compliqué, mais je pense notamment à faire de façon très, très, très simple, hein, des formats peut-être un petit peu plus courts, des sorties de ciné quand il y aura des ciné, des sortes de micro-trottoirs. J'ai aussi envie en fait, d'aller directement me rendre sur place dans les comic shops pour aller discuter avec les libraires, avec des clients, pour dire bah alors qu'est-ce que tu lis cette semaine, avec les tenants des boutiques, pour dire bah, comment ils gèrent la chose, comment ça se passe depuis la crise sanitaire. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à aborder, peut-être des reportages à faire, je sais pas, chez un éditeur, dans une maison d'édition, aller parler avec différents intervenants à différents postes pour un peu qu'ils expliquent comment ça marche. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire, à mon avis. En tout cas, j'ai aussi la motivation de le faire. Donc voilà, ça dépendra bien sûr de vos retours, de ce qu'il faut améliorer. Surtout, hein, je pense que l'idée est bonne. Après, l'exécution, elle n'est pas forcément la plus évidente. Hein. Je ne suis pas encore un expert dans l'écriture de ce genre de choses. Pardon. Donc voilà, c'est vraiment... n'hésitez pas à dire tout ce qui va pas, ou même si c'est de la merde, ben, n'hésitez pas. Donc, @ArnaudKikou sur Twitter, vous pouvez me faire tous les retours en écrivant, bien sûr, la façon la plus polie possible. Hein. Voilà, même si c'est pour dire que c'est de la merde, vous pouvez, mais dites-le avec les bons mots. Et du reste, un petit point aussi, juste pour vous remercier sur le lancement de ce podcast, puisque là c'est le 4e de la semaine de lancement, et on voudrait juste vous remercier de l'accueil que vous nous avez fait. Donc continuez comme ça, c'est vraiment le souci, c'est que forcément il y a un peu l'engouement toujours autour d'un lancement de quelque chose de neuf, et en fait ce genre de choses, il faudra les maintenir. Donc nous on va essayer de les maintenir de notre côté en vous proposant des podcasts toujours qualitatifs avec des trucs qui vous feront plaisir, des surprises et tout ça, et de votre côté continuez tel que vous avez pu le faire pour ceux qui étaient là dès la première heure, c'est-à-dire partager, surtout vraiment, c'est vraiment important. C'est donc sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, partagez les stories, partagez les posts des podcasts, ou partagez juste spontanément vous-même, hein, postez vous-même les liens que vous pouvez trouver sur les différentes pages, sur iTunes. Vous pouvez mettre des étoiles pour les notes si vous avez aimé ce que vous avez apprécié. Vous pouvez mettre des commentaires aussi. Le but, c'est d'attirer l'attention, simplement parce que je pense que parmi tous les gens qui nous écoutaient avant, encore pas mal ne sont pas juste pas au courant qu'un nouveau podcast s'est lancé. Donc il est important d'essayer de ramener toutes les personnes qui étaient avec nous auparavant. Et puis le dernier truc, si vous pouvez, c'est le Tipeee, bien entendu. Donc déjà, on est ultra contents. Il y a 110 personnes qui se sont lancées là en 4 jours pour nous soutenir dans cette aventure. On a franchi notre premier palier, c'est vraiment un début hyper encourageant. Donc là aussi, le Tipeee, c'est une course de fond, hein, c'est pas un sprint. Donc l'important, ce sera vraiment de maintenir ça sur la durée et d'essayer d'aller sur les paliers les plus hauts dans les prochaines semaines. Hein. C'est sûr qu'on a envie d'y aller le plus rapidement possible, mais voilà, il faut aussi que les gens soient convaincus par notre proposition. Donc ça, il n'y a aucun souci. Faut qu'on puisse vraiment montrer ce qu'on est en train de faire, et puis il faut mobiliser un maximum de personnes. Donc il y a déjà plus de 1200 écoutes sur le numéro 0, donc c'est-à-dire qu'on a fait déjà 1200 personnes qui nous ont écoutés. Il y en a presque 10% qui ont accepté de prendre part à notre aventure de cette façon, donc c'est hyper bien. On vous remercie vraiment, et faut continuer, il faut essayer de encore plus se mobiliser. Et voilà, ce sera le petit mot de la fin de ce podcast spécial. Je vous remercie de nous avoir écoutés, et on se dit à très bientôt sur les belles ondes de First Print. Salut!